Je vais commencer par remercier l'ensemble de l'équipe Créade de m'avoir convié à parler devant vous ce matin, d'avoir organisé cette très belle journée, très riche, en très peu de temps. Et en fait, l'idée, c'est déjà, ce que je vais expliquer, c'est déjà dans le lien de ce que vous venez de dire, M. Delacroix, on est déjà au cœur même des droits de la personne, en fait. L'idée, effectivement, c'est pour poser un cadre aux échanges qui vont avoir lieu tout au long de la journée, de rappeler les règles juridiques avec un éclairage éthique, parce que finalement, une règle juridique, c'est souvent général, impersonnel, et c'est voulu comme ça d'ailleurs, couché sur le papier, puis après il faut le faire vivre dans la réalité des choses, et c'est moins simple, c'est là qu'on a vraiment besoin d'éthique. Alors pour commencer, je vais vous citer Jacques Moreau, entre un pouvoir médical souverain qui serait injustifiable et la souveraineté irréaliste de la volonté individuelle du patient, la voie est difficile. Effectivement, on a une évolution qu'on va voir ensemble à rencontrer, pas dépasser les 30 minutes, des droits qui cherchent ce nouvel équilibre. On est vraiment dans une évolution sur ces 20 dernières années où le paternalisme médical n'a plus cours. Et il faut redonner de la place à la volonté du patient, mais réussir à retrouver un équilibre qui est parfois déstabilisé. Alors cet équilibre, il est aussi finalement dans une évolution de notre société qui revisite, parce que la société évolue, qui revisite les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux sont les piliers de notre société, les valeurs, sont d'ailleurs les droits qui sont les plus proches d'un éclairage éthique de ce fait. Ce sont les droits qu'on trouve par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la Constitution. Et la pratique du soin, l'éthique de la pratique du soin, se trouve dans ce nouvel éclairage des droits fondamentaux et la rencontre des volontés. C'est plutôt sous ce terme-là que je vais vous présenter le droit applicable, et particulièrement parce que c'est plus sensible en termes de fin de vie, et encore plus sensible lorsqu'on a des interrogations sur ce qu'est la volonté du malade que l'on prend en charge. Alors finalement, quand on parle de fin de vie, on parle surtout de la vie. On parle de la vie, et parler de la vie, c'est complexe, c'est plein de choses différentes, c'est de la spiritualité, c'est de la philosophie, c'est de l'éthique, et c'est du droit. Et c'est le respect de la personne, le respect des valeurs qu'on porte à la vie humaine. Donc c'est aussi souvent une interrogation de ce qu'est la valeur de la vie humaine. Et quand on commence à s'interroger sur la valeur de la vie humaine, c'est qu'on questionne la dignité de cette personne, très relative. Et finalement, je pense que, pour faire simple, on peut se dire que l'atteinte à la dignité, seule la personne qui l'a subie peut la définir, quand il est en mesure de le faire. Donc on ne peut jamais porter sur autrui un regard de ce qui serait une atteinte à sa dignité si lui considère que ce n'en est pas une. Il y a une relativité qui est importante et qui est complexe, et qui fait qu'effectivement, on va très vite dévier sur ce qu'est la qualité de la vie. Et quand on parle de qualité de vie, on va parler du handicap, d'une vie qui vaut ou non d'être vécue. Et c'est là qu'il faut être effectivement très attentif pour ne pas glisser vers de l'eugénisme. C'est aussi ce que permet le droit, de trouver cet équilibre. Donc ça veut dire aussi qu'on s'interroge sur le respect de la personne, de ses choix, et ces choix-là sont dans un éclairage plus large des croyances, de la culture, qui rend effectivement les interrogations à la fois riches et complexes. Alors ces nouveaux équilibres qui sont questionnés à l'heure actuelle, depuis une vingtaine d'années, ils sont de façon très large, dans un contexte qui évolue beaucoup. Alors très vite, on pourrait dire par exemple que vous avez sans doute entendu parler de la question prioritaire de constitutionnalité, qui fait que seulement depuis 2010, les citoyens, de façon indirecte, peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'une loi viole leurs droits fondamentaux. Ça, c'est une évolution qui est particulièrement importante. Une recherche de ces droits fondamentaux avec des grands mouvements qui accompagnent la société, comme par exemple, au passage, le mariage pour tous. Et puis, si on revient plus au cœur de notre problématique, la loi de 2005 qui re-questionne la solidarité nationale face au handicap, et qui est pour moi finalement la nécessité de non pas redéfinir, mais rééclairer l'existence des droits, parce que la loi antérieure de 1975 a été un échec dans son application. Pas dans son texte, mais dans son application. Donc on a des droits qui finalement sont constants,
Mais l'évolution de la société faisant, on est obligé de les réaffirmer pour qu'ils deviennent plus effectifs. Et c'est particulièrement vrai de la loi du 4 mars 2002 qui révolutionne le droit des malades en plaçant le malade au cœur de la relation de soins. Et non plus l'établissement ou le soignant, mais bien le malade lui-même. Donc finalement, si on croise les droits du malade, les droits de la personne en situation de handicap, et on pourrait dire aussi les droits des personnes âgées, on est dans une évolution du droit qui se veut effectivement à la recherche d'un cercle vertueux pour construire une société inclusive. On peut partir du postulat qu'on n'a pas encore complètement réussi et qu'on va vers, qu'on fait en sorte d'aller vers et que le droit doit aider à aller vers la réalisation de cette société inclusive. Alors très vite, on peut prendre quelques étapes. Je vais faire vite, j'aurai le temps. On peut partir, par exemple, de l'échec de la solidarité qui était marqué par la canicule de 2003. Parce que les températures vont monter ce week-end, on peut partir aussi de cet exemple-là, parce qu'il y a un mécanisme de solidarité derrière, finalement, pour éviter ce qui a été finalement, effectivement, une catastrophe en termes de solidarité, pointée comme telle, en tout cas en 2003. Et puis après, on a, c'est assez intéressant, une avalanche de lois qui ont suivi ou précédé au début des années 2000, puis qui se sont succédées. Il y a une dynamique législative très importante de la réaffirmation des droits, comme je vous le disais tout à l'heure, 2002, 2004, puis il y en a bien d'autres, et puis on arrive bien sûr à la loi de 2016 sur la fin de vie, qui était appelée tout à l'heure, mais qui est aussi la suite et la conséquence d'une première loi de 2005, qui elle aussi avait eu du mal finalement à être appliquée. Et si on regarde de près, il n'y a pas énormément d'évolution en termes de droits entre 2005 et 2016. Ce sont plutôt les mêmes droits qui sont réaffirmés, revisités dans les difficultés pratiques qu'ils ont posées. Alors, tous ces droits ont aussi un point commun, c'est qu'ils mettent en lumière des droits à la participation. La participation de tous, et particulièrement ceux qu'on a laissés en dehors de cette participation. On peut en voir quelques exemples. Le contrat de séjour, on devrait signer quand on rentre en établissement et qui définit, parce que c'est un contrat, les droits et les obligations de chacun. C'est le droit à la compensation de 2005, c'est le droit à l'autonomie qui a affirmé en 2015 sur le grand âge. Donc des droits de participation qui vont faire que l'inclusion est de plus en plus présente depuis une vingtaine d'années dans la définition des politiques publiques. Là encore, juste un exemple, le rôle des associations de malades, le droit qu'elles puissent finalement accéder au prétoire pour défendre les droits des personnes qu'elles représentent est un élément important, une évolution importante. Et de tout ça, on peut en discuter bien sûr, je considère qu'il y a un renouveau de la solidarité, en tout cas voulu dans les textes, un renouveau par une participation plus active. En tout cas, effectivement, il y a des outils pour permettre cette participation plus active. Et une participation, pour venir au thème que je dois traiter, qui est celle du malade et de sa prise en charge. Mais cette participation du malade à sa prise en soin, et pas en charge, est au cœur même des textes. Alors la question c'est, est-ce qu'on arrive vraiment à les faire en pratique? Donc ce que je vous propose, c'est de regarder les textes d'abord, quels sont ces outils qui permettent la participation, comment ils fonctionnent, quelle est la philosophie du texte, et puis après quels sont les problèmes pratiques d'application de ces textes, et comment l'éthique justement peut aider à faire en sorte qu'il y ait une vraie effectivité de ce qui est pensé au départ. Donc d'abord les textes. Alors pour les textes, je vais prendre deux exemples en fait de l'évolution des textes, sinon il faudrait que je parle toute la journée, et évidemment il faut mieux qu'on échange. Donc deux exemples éclairants, l'information. L'information du patient qui sert à recueillir un consentement qu'on appelle éclairé. Donc on ne peut pas consentir à quelque chose si on ne sait pas véritablement à quoi on consent. Le consentement n'a qu'une valeur en droit. Donc pour consentir, il faut être éclairé par l'information que l'on donne. Et il y a une évolution sensible que je vais vous expliquer de 2002 à 2019 sur ce point. Et puis après, parce que c'est le cœur même évidemment de la fin de vie, le refus de soins qui va permettre justement de mettre en place les soins palliatifs. Alors sur l'information, de façon générale, il faut commencer par dire que c'est le premier droit des malades
affirmée, réaffirmée par la loi du 4 mars 2002. Alors, chaque fois, j'ai mis le texte entier, c'est un peu long et barbant, ça charge beaucoup la diapositive, mais je vais commenter évidemment les passages les plus importants qui sont en vert. Là, toute personne a droit d'être informée sur son état de santé. Alors, on va s'interroger sur le toute personne, et c'est quand même très important que ce soit bien écrit dès le départ. Tout le monde a le droit d'être informé. Et une information qui est large, finalement, et qui tient compte des contentieux multiples qui ont lieu dans ce domaine. Être informé, ça veut être informé, bien sûr, de la maladie que l'on a, des potentialités de soins offerts, mais ça veut dire aussi qu'on va être informé sur les risques. Les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, dit le texte. Donc, cette information, elle est sensible, elle peut être anxiogène, et elle doit être donnée avec, disons, subtilité et maîtrise, ce qui n'est pas toujours très évident, et adapté, évidemment, à la façon dont le malade, en fonction de ses capacités, va percevoir cette information. C'est en tout cas, effectivement, une obligation qui incombe à tout professionnel de santé. On a parfois dans l'idée que seul le médecin informe, alors qu'en fait, tous les professionnels du soin, l'infirmière, le kiné, etc., doivent informer au vu de l'acte qu'ils vont réaliser. Donc effectivement, ce n'est pas tout à fait la même information. Un diagnostic, avec un pronostic vital engagé, évidemment, c'est le médecin qui va le donner. Mais ensuite, la dangerosité, la douleur associée à tel ou tel soin, eh bien, c'est l'infirmière, par exemple, qui pratique ce soin, qui doit le rappeler et qui devrait expliquer quels en sont les tenants, les aboutissants, au vu de la prescription médicale. Donc, c'est une information partagée et qui peut être de ce fait graduée, ce qui la rend parfois plus facile à percevoir et à comprendre par les malades. Alors, il y a bien sûr une limite, c'est l'urgence. L'urgence, quand on est dans l'impossibilité d'informer, mais ce sont les seuls moments dans lesquels on ne devrait pas pouvoir informer. Alors, quand on dit toute personne doit être informée, effectivement, on va s'interroger sur ceux qui ont le plus de mal à percevoir l'information parce qu'elle est complexe. On va penser aux mineurs et on va penser aux majeurs protégés. Alors, dans les deux cas, l'information doit leur être délivrée, et vous voyez le texte précise, alors je ne l'ai pas souligné, j'aurais dû, pour les mineurs en fonction de leur faculté de discernement, et pour les majeurs en fonction de leur degré, pardon, c'est pas dans le sens, leur degré de maturité pour les mineurs et leur faculté de discernement pour les majeurs. Donc on doit s'adapter effectivement à la perception de l'information, utiliser les mots qu'il faut, ce qui n'est pas évidemment si simple que ça, hein, c'est beaucoup plus complexe que ce que peut résumer ici le législateur, mais ça place l'obligation qu'a le professionnel de santé d'essayer de faire comprendre et pourquoi doit-on informer pour recueillir le consentement. Même si le mineur et le majeur protégé sont considérés comme des incapables en droit, parce qu'ils sont le sujet que l'on soigne, il est impératif qu'ils consentent. Alors, c'est plus compliqué parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas consenti et que leur intérêt est d'être soignés, on va souvent passer outre leur consentement à partir du moment où on a celui du tuteur ou du représentant légal. Mais on doit le rechercher. On doit faire en sorte qu'ils adhèrent aux soins parce qu'un soin, c'est souvent une violation d'intégrité corporelle. C'est un rapport intime et il faut qu'il soit le plus consenti possible pour ne pas être vécu comme une agression, quel que soit le soin de soi. Alors, s'il y a une évolution des textes, c'est que ce consentement, finalement, il est de plus en plus éclairé par une dimension plus large qui est la volonté. On va recueillir le consentement parce qu'on veut savoir ce que veut la personne. On s'interroge sur, dans le cadre de sa liberté, justement, la liberté corporelle, de ce qu'est sa volonté. Une évolution très, très nette. Je prends qu'un exemple encore, je vais rentrer dans le détail, mais ce n'est pas le lieu. La loi du 26 janvier 2016, alors, qui n'est pas la loi de 2016 sur la fin de vie, mais plus largement sur la modernisation de notre système de santé, et donc l'accès aux soins de façon large, et entre autres aux soins palliatifs, précise effectivement que la personne doit être informée de la possibilité de recevoir des soins palliatifs, et elle précise également que dans cette expression de la volonté,
on doit lui expliquer que ces soins peuvent être faits sous forme ambulatoire ou à domicile, et qu'on doit tenir compte de sa volonté. Alors c'est vrai que souvent, là, j'ajoute, oui, alors, ça dépend de ce qui existe. Mais finalement, docteur, vous l'avez éclairé tout à l'heure, il y a de plus en plus de possibilités, une évolution très importante de la variété d'accès aux soins palliatifs qui rejoignent finalement le texte de 2016. En 2016, c'était loin d'être une réalité. Je pense qu'en 2022, et avec le futur plan, on peut se dire qu'on s'approche quand même effectivement de cette concrétisation de la volonté de la famille. Et puis il y a au passage, pour vous dire que l'information est importante, ce que j'appellerais du SAV, c'est-à-dire que lorsqu'on ne connaît pas les risques au moment où on fait le soin, si ces risques nouveaux apparaissent après les soins concernés, on doit informer le patient, revenir vers lui et lui dire que de nouveaux risques ont été découverts. Ça concerne plus rarement la fin de vie. Alors dans l'évolution des droits qui nous concernent aujourd'hui, il y a parfois ce qu'on pourrait considérer comme des erreurs du législateur. C'est-à-dire que le législateur évolue par grande réforme. Donc il a fait évoluer d'un côté le droit des malades, puis ensuite il a fait évoluer le droit des personnes en situation de handicap. Quelques années après, on s'est rendu compte que c'était pas coordonné. Donc, voilà. On avait oublié qu'il y avait des ponts entre les deux. Et donc il a fallu, ça a pris du temps, presque 20 ans, 2019, pour coordonner le code de la santé publique avec le code de l'action sociale et des familles. Et enfin, c'est fait depuis 2017, la réforme de la justice et une modification de l'article du code civil concerné, qui permet de dire maintenant très clairement, plus clairement en tout cas qu'antérieurement, que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne. Si on s'arrête là, vous allez dire très bien en termes de préservation de la dignité, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc le texte rajoute dans la mesure où son état le permet. Donc il permet de rendre les choses très relatives, mais de permettre de s'adapter à toutes les situations possibles. Donc finalement, ce que précise le texte, c'est que lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre une décision éclairée sur sa personne, et non pas du tout sur son patrimoine, on parle vraiment de la prise en charge de son corps, le juge au conseil de famille, lorsqu'il est constitué, peut prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Sans définition. Donc c'est assez large, on va y revenir, ça peut être finalement plusieurs personnes possibles. Et quand cette assistance ne suffit pas, eh bien c'est le tuteur, effectivement, qui va exprimer la volonté de la personne. Alors cette volonté, elle peut être le fait de refuser des soins. C'est effectivement une évolution importante, amorcée en 2005, beaucoup plus clairement affirmée depuis 2016. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement. Et tout traitement, c'est vraiment très large puisque ça permet d'englober l'hydratation et l'alimentation artificielle. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'on abandonne le malade, mais ça veut dire qu'on met en place des soins palliatifs puisque le droit de ne pas souffrir est un droit qui est affirmé depuis 1999 et qui va permettre la mise en place de soins palliatifs. Alors, ce refus de soins, il est finalement reconnu comme un nouveau droit des malades, dans le sens où il est imposé aux médecins. Alors, imposé dans les textes, là encore, effectivement, le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne, une fois qu'on a éclairé les conséquences de ce choix, la gravité de la conséquence. Et si la volonté, c'est effectivement d'arrêter les soins, et donc de s'acheminer vers la mort, la personne doit réitérer sa volonté. C'est-à-dire qu'on tient compte de la volonté, mais on va quand même questionner la volonté. Est-ce que cette volonté est dictée par la douleur, par exemple? Est-ce qu'elle est dictée par une pression familiale, une pression communautaire, peu importe. Donc on va s'assurer qu'elle est réelle, et dans ce cadre-là, le médecin peut faire appel à un autre médecin pour s'assurer la bonne interprétation de cette volonté. Et puis, parce que c'est un domaine sensible dans lequel il y a eu beaucoup de contentieux, il y a une traçabilité très importante et tout est écrit dans le dossier médical. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, si on parle du handicap, on va se dire quel est le rôle du tuteur.
lorsqu'il y a une tutelle, c'est le tuteur qui sera interrogé sur l'arrêt des soins. Alors ça, c'est pas si clair que ça, ou c'est pas si simple, parce que rappelons simplement que le tuteur est interrogé à chaque fois qu'un soin va porter atteinte à l'intégrité physique de la personne. Il pensera à l'anesthésie générale, à l'amputation et bien sûr à l'arrêt des soins. Sauf que dans le processus décisionnel de l'arrêt des soins, on considère que la décision est tellement lourde de conséquences que le tuteur doit questionner le juge des tutelles. Évident, et les juges, que ce soit le juge des tutelles ou n'importe quel autre, considèrent que les décisions de fin de vie, ça sort complètement de leur cadre de compétences et qu'ils peuvent juste s'assurer qu'on respecte bien le droit dans ce cadre-là et que l'interprétation de la situation médicale revient au seul sachant des médecins. Donc on se fait vite une boucle et on revient à une décision médicale in fine en pratique, même si les textes ne disent pas dans ce sens-là. En fait, l'application fait qu'on revient à la décision médicale. Alors pour réussir à concrétiser ces droits et particulièrement le fait de suivre la volonté de la personne, il y a deux outils importants qui ont été mis en place, la personne de confiance et les directives anticipées. La personne de confiance, c'est le relais humain de la conscience perdue. C'est-à-dire qu'à priori, on déclare une personne de confiance quand on est encore en mesure de le faire, et cette personne de confiance va être le relais de la volonté du malade, alors même qu'il ne pourra plus s'exprimer. La personne de confiance va s'assurer finalement qu'on continue bien à respecter ce qu'aurait souhaité le malade s'il pouvait s'exprimer. Elle témoigne de l'expression de la volonté de la personne. Et, on va en reparler rapidement, je n'aurai le temps, elle est la première personne qu'on va questionner sur la volonté du malade. L'évolution de la loi de 2016, c'est que là encore on est dans un formalisme assez lourd. Il faut un formulaire de désignation de la personne de confiance et un formulaire qui est co-signé par la personne de confiance qui connaît bien donc les droits et les obligations qui sont les siennes quand elle s'engage. Alors, personne de confiance, une fois qu'on l'a défini comme ça, c'est moins simple ou plus compliqué éventuellement quand on se penche sur son rôle au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Là encore, il y a une mise en conformité des textes entre les droits de malades et les droits des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, qui s'est faite seulement en 2015 et qui précise que finalement, la personne qui a été désignée dans le cadre d'un soin, comme personne de confiance, peut rester la personne de confiance au sein d'un établissement social et médico-social, mais on peut aussi en changer. Mais a priori, on peut choisir que ce soit toujours la même personne, et j'avance un peu vite, voilà, ça c'est des détails du texte qui prévoit effectivement et qui met en place un certain nombre de formulaires qui permettent de la désigner, et j'en viens rapidement à ce qu'elle doit faire. Elle doit accompagner, accompagner et aider, rejoint effectivement un certain nombre d'actions qui ont déjà été mises en place. Elle l'accompagne, et elle accompagne notamment sur les droits. Les droits qui sont celui de la personne vulnérable concernée dans sa prise en charge, dans sa prise en soin, et elle doit faire en sorte effectivement que l'établissement la consulte pour s'assurer que les droits soient bien respectés et restent effectifs. Alors, qu'en est-il de sa désignation, une fois qu'on a compris son rôle? Eh bien, ça dépendra, mais effectivement, chaque personne majeure peut désigner une personne de confiance. Lorsqu'il y a une mise sous tutelle, on peut avoir une personne de confiance avant la mise sous tutelle, et le juge va soit confirmer, soit infirmer le rôle de ces personnes de confiance. On peut garder, en fait, avec l'accord du juge, la même personne de confiance après et avant la mise sous tutelle. La question est plus délicate une fois que l'on désigne la personne de confiance après la mise sous tutelle. Dans ce cadre-là, la personne peut le faire elle-même, mais elle doit avoir l'autorisation du juge des tutelles. Et ce qui est à la fois intéressant et compliqué en pratique, c'est que la personne de confiance peut être le tuteur, mais elle peut être aussi quelqu'un d'autre. Et après, il y a potentiellement, parfois, des problèmes de coordination des rôles entre le tuteur et la personne de confiance. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, on voit très vite de la personne sous curatelle qui désigne librement cette personne. Alors, autre outil que ce relais humain de la volonté, les directives anticipées, qui sont un relais, cette fois écrit,
permet donc, là encore, à toute personne majeure d'écrire ce qu'elle souhaite pour sa fin de vie. C'est une trace écrite de la volonté de la personne relative à sa fin de vie. Alors là aussi, si on s'interroge sur les personnes vulnérables face à la rédaction des directives anticipées, on rappellera qu'une personne majeure sous tutelle peut rédiger elle-même les directives anticipées, mais avec l'autorisation du juge de tutelle. Donc à chaque fois, finalement, pour simplifier, elle a l'action prévue par les textes elles-mêmes, mais sous contrôle du juge de tutelle. C'est un acte strictement personnel, donc le tuteur ne peut ni assister ni représenter la personne à cette occasion. Mais il y a quand même effectivement un contrôle du juge. Là encore la même différence pour la curatelle, la personne le fera seule. Alors ces directives anticipées, elles sont devenues d'autant plus importantes qu'elles sont depuis 2016 opposables aux médecins. Dans le sens où on impose sa volonté, finalement, le médecin doit les suivre. Il doit les suivre, elle s'impose à lui pour toute décision d'investigation, d'intervention, de traitement. Et le seul cadre dans lequel il ne les suivra pas, c'est lorsque finalement elles sont manifestement opposées à l'intérêt du malade. Écrire par exemple qu'on ne veut pas être intubé, qu'on ne veut pas être branché pour sa fin de vie d'aucune façon, et puis avoir besoin d'une supplémentation d'oxygène pour avoir une fin de vie, une agonie apaisée. Effectivement, dans ce cadre-là, par exemple, il y aura un contournement, un aménagement en pratique de la directive anticipée. Donc cette volonté, elle est suivie de certaines conditions. La dernière chose pour poser le poids des directives anticipées, lorsqu'il y a une décision de fin de vie qui est prise dans la procédure collégiale sur laquelle on va revenir, qui permet de prendre la décision, eh bien, on s'appuie sur cette volonté telle qu'elle est tracée dans les directives anticipées. Le médecin qui prend la décision d'arrêter le traitement s'appuie dans sa prise de décision sur les directives anticipées. Donc voilà rapidement les outils. Qu'en est-il en pratique ? J'accélère un peu. Il y a des outils, certes, mais il y a un certain nombre de difficultés. Un certain nombre de difficultés à les utiliser. Alors, la première difficulté, c'est le silence, puisque je vous ai dit effectivement qu'on s'appuie sur la volonté, qu'il y a des outils de traçabilité de cette volonté, mais il se peut qu'on ne les ait pas utilisés. Il y a une affaire que vous avez sans doute encore en tête, c'est l'affaire Vincent Lambert, où le nœud en fait, de la problématique juridique, c'était quelle est véritablement la volonté du malade. Est-ce qu'on peut la trouver alors même qu'il n'y a pas de personne de confiance et qu'il n'y a pas de directive anticipée ? Ce qui est assez rassurant dans cette affaire, si on peut trouver un éclairage juridique, c'est que cette affaire, il y a eu beaucoup d'arrêts, mais notamment un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, dans lequel la Cour a regardé la conformité de la loi française avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et de ce fait, la Cour a dit, mais le droit français est bien fait, je résume un peu, il est bien fait parce qu'il met au centre la volonté du malade. Et que dans l'affaire en question, le Conseil d'État notamment avait tout mis en œuvre pour essayer de définir la volonté du malade. Alors, tout mis en œuvre, là c'est complexe et finalement c'est plus de la pratique, un certain éclairage éthique de la pratique plus que du droit, parce que quand il n'y a aucune trace, il y a une interprétation de certains signes, de refus des soins par exemple, mais il y a aussi ce qu'on appelle en droit les faisceaux de convergence qui convergent vers l'expression de la volonté, et là on peut chercher plus large, dépasser véritablement le texte, faire une espèce d'investigation de la volonté. Là notamment on avait questionné l'entourage professionnel de M. Vincent Lambert qui était infirmier, demandait à ses collègues qui il était finalement, qui il était, quelles étaient ses valeurs, comment il pouvait se positionner face à la vie, face au handicap, face à sa propre dignité. Et cet exemple aussi, j'insiste sur celui-là, c'est que il permet de montrer que souvent c'est compliqué de connaître la volonté d'une personne qui n'est pas en mesure de s'exprimer complètement, et que quand on la connaît bien, quand on connaît qui elle est, même si on peut croiser les regards entre professionnels, famille, amis, on arrive finalement, je crois, à s'approcher de ce que serait sa volonté, de ce que doit être effectivement, ce que pourrait être sa volonté face à tel ou tel choix complexe. L'autre difficulté, c'est que nous sommes dans une société d'écrit,
qui s'est renforcée. Je vous disais tout à l'heure, les directives anticipées sont écrites. Souvent, l'information est écrite pour éviter justement le contentieux, ou plus exactement, souvent le prévoir et avoir des éléments de preuve. On a de plus en plus de formulaires écrits, ce qui ne facilite pas la relation à l'autre. Parce qu'on part d'un postulat qu'elle pourrait conduire à un contentieux. Et pour les directives anticipées, par exemple, c'est compliqué, parce que d'abord c'est compliqué de se projeter sur sa fin de vie, sur sa souffrance, et d'en tirer des conclusions que l'on écrit. C'est d'abord compliqué psychiquement, et puis c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous un rapport facile avec l'écrit. C'est complexe de devoir s'exprimer à l'écrit pour beaucoup d'entre nous. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution en France. On ne peut faire les directives anticipées qu'à l'écrit. Quand on n'est plus en mesure d'écrire, une tierce personne va écrire pour vous avec la présence de 2 témoins, pour qu'on soit sûr, là encore, que c'est bien la volonté. Mais il faudra quand même passer par l'écrit. Alors, il y a d'autres sociétés, mais avec d'autres cultures, comme en Nouvelle-Zélande, où on a des directives anticipées orales. Je ne suis pas sûre qu'on évolue vers une oralité des actes en France, mais c'est intéressant de savoir qu'ailleurs, on a pu garder, pour des raisons culturelles et de pratique, une place de l'oralité plus grande. Dernière difficulté, la hiérarchie de la représentation. Alors, elle est très clairement notée dans les textes. On interroge d'abord la personne de confiance. S'il n'y en a pas, la famille. Et enfin, on élargit le cercle, les proches. C'est pas si évident. Si cet ordre hiérarchique a été posé, c'est qu'effectivement, il y a des conflits familiaux. Souvent, elles concernent sans doute beaucoup plus les personnes âgées que les personnes en situation de handicap. Quand il y a une fratrie qui se déchire sur ce qu'il faut décider pour le père et la mère âgés. Et donc, c'est pour ça qu'on a, d'ailleurs, le législateur a créé cet outil de la personne de confiance. Mais lorsqu'elle n'est pas désignée, c'est compliqué. Et ça peut être aussi très compliqué lorsqu'elle est différente du tuteur, même si là, c'est assez clair, la priorité est toujours celle du tuteur. Donc, dans la situation de handicap, lorsqu'il y a un tuteur, ce qui n'est pas toujours le cas, on a une hiérarchie très claire. Cette hiérarchie, elle est plus complexe quand on n'a pas, effectivement, c'est le rôle désigné, et là, il faut faire preuve à la fois de méthode et d'écoute pour arriver finalement à donner une priorité potentielle lorsque les voix ne s'accordent pas sur celle qui serait la plus proche, ou les faire tout ensemble converger vers ce qui doit être l'expression de la volonté du malade. Le problème, c'est que souvent on exprime sa propre volonté au sein de la famille, ce qu'on souhaite pour son proche et pas forcément ce que le proche souhaite pour lui. Dernière chose, puisque au bout du temps imparti, ces outils, ils sont intéressants si on les apprivoise. C'est-à-dire que, comme tous les outils, on fait du bon travail quand on sait s'en servir. C'est vrai, des outils juridiques comme de n'importe quelle autre forme d'artisanat, finalement. Et sur la fin de vie, même si finalement la loi de 2005, revisitée en 2016, commence à être bien instaurée, elle ne peut bien fonctionner que si elle est connue. Alors en 2016, partant justement de ce postulat, il y a eu l'obligation inscrite dans les textes d'une formation initiale et continue sur les soins palliatifs. C'est vrai pour les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile et les psychologues cliniciens. Donc on a vu large, et tant mieux d'ailleurs, de façon à ce que tout le monde connaisse d'abord ce que sont les soins palliatifs, comment ils fonctionnent et tous les droits des personnes qui sont associées. Ça permet, à mon sens, quand on connaît bien ce que prévoient les textes, de mieux y réfléchir ensemble. Lorsqu'on part sur une base de connaissances communes, ça permet d'y réfléchir et d'aller dans le même sens face aux difficultés d'application que l'on rencontre. Autre difficulté, là j'ai résumé en décision collégiale, et j'aurais pas dû finalement, c'est pas tout à fait juste, la décision, elle est celle du médecin. Parce que c'est le médecin qui emporte la responsabilité, donc il est seul à décider. Mais il décide après une procédure collégiale. La décision n'est pas tout à fait collégiale. Elle devrait effectivement être le reflet de la procédure collégiale, mais le médecin peut finalement décider seul, un peu envers et contre tous, si je veux dire, mais c'est très rarement le cas, parce qu'effectivement, la procédure collégiale, elle aide à s'approcher le plus possible de ce qui est dans l'intérêt du malade. Le problème de cette procédure, c'est qu'elle exclut le malade lui-même, elle exclut sa famille, elle exclut les proches.
c'est une décision, c'est une procédure qui s'appuie sur les soignants. Alors, dans les textes, parce qu'effectivement, en pratique, la famille est questionnée, le malade, quand il peut s'exprimer, est questionné, quand il ne peut pas, ce sera sa personne de confiance ou ses directives anticipées. Mais il y a des cercles concentrés, finalement. On commence par questionner les personnes concernées, les témoignages, puis ensuite, dans un huis clos plus professionnel, la prise de décision se fait sans la présence du malade. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait absolument, effectivement, que la collégialité soit élargie, mais l'absence de la famille, de la personne de confiance du tuteur, est de plus en plus sujet à contentieux lorsque la décision finale n'est pas suffisamment expliquée, ou n'est pas expliquée de façon à ce qu'elle soit comprise. Parce que souvent, effectivement, l'expliquer n'est pas forcément comprise. Et c'est sur cette articulation, finalement, qu'il faudrait arriver à progresser à l'avenir dans des situations complexes où on a du mal à comprendre le point de vue. Dernier point, l'éthique du respect. Alors là, je vais vous citer Corinne Pelluchon, qui est philosophe spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée. En 2016, dans le cadre d'un forum de bioéthique, elle rappelait d'abord une définition de l'éthique, mais il peut y en avoir d'autres, la place que j'accorde dans mon existence à l'existence des autres. Et dans cette démarche thérapeutique, elle soulignait l'importance de prendre au sérieux la notion de vulnérabilité. À vous ici, que je vais dire que c'est important, on est tous convaincus. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'elle essaye de renverser la perception de la fragilité telle qu'on pourrait l'avoir, notamment en tant que juriste. Hein. La fragilité peut être aussi une force. Oui, elle peut être une force quand elle permet de faire évoluer la perception que l'on en a, de faire évoluer la pratique de soins, de faire évoluer la place que l'on donne à l'autre. Et elle finit en disant l'erreur, c'est d'enfermer la personne dans le soin. Oui, c'est justement ce qu'essaye de mettre en place les textes, c'est-à-dire qu'une personne malade est d'abord une personne. Et qu'on ne la soigne bien que si on revient au cœur même de ce qu'est cette personne, quelles sont ses valeurs, sa culture, sa dignité, etc. Donc pour conclure, cette citation encore une de Didier Sicard, je veux provoquer de l'embarras pour tout le monde et sortir la fin de vie du strict médical, c'est ce qu'il a dit en 2012 lorsqu'on lui a confié une mission qui a été un travail préalable à ce qu'est la loi de 2016. Avec le recul, je pense qu'on peut dire que oui, il a réussi. Il a réussi, effectivement, la fin de vie est sortie du strict médical. Parce qu'elle est sortie du strict médical, elle peut provoquer de l'embarras. De l'embarras pour tous, parce que chacun d'entre nous doit réfléchir à sa propre fin de vie, ce qui n'est pas toujours simple. Et parce que pour la sienne comme pour celle d'autrui, et particulièrement autrui que l'on prend en soin, que l'on prend en charge au sens large, que l'on protège, ce n'est pas si simple de réfléchir à la volonté, à la bientraitance, au bien-être, à la protection des intérêts, mais y réfléchir, c'est l'objet de cette journée. Je vous remercie.